conférence de la mini-série de webinaires de l'INRA dédiée au cannabis et chanvre, et qui est organisée dans le cadre de la série des webinaires de l'INRA réservée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Alors, je souhaite à tous les participants la bienvenue à ce webinaire et je vous remercie de participer à cette conférence et d'enrichir aussi éventuellement le débat par vos questions et commentaires. Je vais tout d'abord rappeler le contexte de l'organisation de cette mini-série de webinaires sur le cannabis. Puis j'aurai le grand plaisir d'introduire notre conférencier ainsi que la thématique de sa conférence. Alors, pour le contexte, en fait, la promulgation de la loi 1321 relative aux usages licites du cannabis marque un point d'inflexion concernant l'usage et la perception de la culture de cannabis et ses débouchés au Maroc. Elle ouvre plusieurs perspectives et impose aussi des challenges et défis aux différents acteurs actuels et potentiels qui œuvrent dans les chaînes de valeur liées. Le besoin d'échanger les connaissances scientifiques et les expériences est de plus en plus important afin d'extérioriser au mieux les potentialités présentes. Dans ce contexte et dans le cadre de sa série de webinaires dédiés à la discussion des tendances et innovations en agriculture, l'Institut national de la recherche agronomique organise cette mini-série de webinaires dédiés aux cultures de cannabis et chanvre, et ce, du 1er décembre 2022 au 2 mars 2023. Cette mini-série traitera différents aspects allant de la législation, botanique, agronomie et sociologie jusqu'aux usages et perspectives. La mini-série se déroule en 6 webinaires sous le même format de la série des webinaires de l'INRA consistant en des présentations principales et des sessions de questions-réponses et est animée par des experts et chercheurs reconnus à l'échelle internationale. Alors, comme vous avez vu, la conférence d'aujourd'hui va être animée par professeur Abdelaziz Yassri, le secrétaire général de l'INRA. Professeur Abdelaziz Yassri est titulaire d'un doctorat en biophysique de la faculté de médecine de Montpellier, en France, et également d'un MBA de la Montpellier Business School. Il est aujourd'hui secrétaire général de l'INRA Maroc et aussi professeur affilié à l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Professeur Abdelaziz Yassri a plus de 30 ans d'expérience dans le milieu universitaire, dans les startups et dans la biotechnologie. Il a travaillé dans des sociétés de biotechnologie en France, en Belgique et aux États-Unis, où il a occupé plusieurs postes en tant que chercheur principal. Professeur Abdelaziz Yassri a été l'un des fondateurs des sociétés Nova Decision et Oribase Pharma, où il a occupé le poste de directeur scientifique chez Oribase Pharma. Il est le fondateur et président de la Société marocaine de chimie thérapeutique et aussi membre du conseil d'administration de la Fondation arabe pour la science et la technologie. Il a plus de 40 articles scientifiques évalués par des pairs. Il a un H-index de 20. Il détient aussi 12 brevets internationaux dans le domaine de la biotechnologie. Il a travaillé au sein du programme AgroBioscience et a mené des recherches sur les biofertilisants et la valorisation des agro-ressources à l'université Polytechnique Mohamed VI au Maroc. Il a dirigé aussi l'école des sciences agricoles, de la fertilisation et de l'environnement de l'université Mohamed VI Polytechnique et a été chargé de 2 programmes de master. Je peux continuer à décrire la carrière de Abdelaziz Yassri, qui est très, très riche. Mais bon, pour un souci de temps, je vais arrêter là. Aujourd'hui, sa conférence est intitulée « Usage thérapeutique du cannabis ». Lors de cette conférence, il va présenter des éléments d'historique, puis passera en revue les principaux usages thérapeutiques de cette plante. Je le remercie vivement pour avoir accepté d'animer cette conférence et de partager sa large expérience avec nous. Avant de vous donner la parole, professeur Yassri, j'aimerais mentionner que la conférence durera environ 30 minutes, puis on aura la session de questions-réponses qui durera environ 20 minutes.
Pour la discussion, veuillez poster vos questions dans le chat. Veuillez indiquer votre nom et votre affiliation avant la question et n'attendez pas la fin de la conférence pour les poster. Vous pouvez poster vos questions en français ou en anglais aussi. Vous pouvez aussi poser vos questions oralement si vous le souhaitez en le signalant, en enlevant la main via MS Teams, la main électronique via MS Teams. Nous sommes impatients de vous écouter, professeur Yasseri, et de savoir plus sur ces thématiques très intéressantes. La parole est à vous. Yasseri, votre micro. Voilà, merci, c'est Badr Ben Jelloun. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est Badr Ben Jelloun, pour participer à cette mini-série de webinaires qui intègre la grande série des webinaires de l'INRA que vous gérez aussi bien et qui permet aujourd'hui non seulement de disséminer le savoir-faire et les technologies et les résultats scientifiques de l'INRA, mais aussi d'échanger avec des scientifiques de renommée internationale de l'extérieur de l'INRA. Voilà. Avant de commencer ma présentation, je voudrais de ce webinaire profiter pour envoyer un grand bravo à notre équipe marocaine de football qui a fait des performances très, très importante et extraordinaire. On a perdu contre la France, mais cette perte avait un goût de victoire parce que on est arrivé à des stades très avancés du mondial et nous avons marqué. Cette équipe a marqué l'histoire des foot africains, du foot arabe et des foot aussi dans le monde. Voilà, ben, un grand bravo. Voilà. Je tenais à le dire, c'était très important. Maintenant, alors, ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe dans le monde de l'usage médical du cannabis. Et ce que je propose pendant ces 30 prochaines minutes, c'est un peu de présenter quelques traits de cette plante, que ce soit la classification, l'histoire et son usage et l'usage historique, ce qui se passe au Maroc. Mais avant de parler du Maroc, je parlerai un petit peu de ce qui se passe au monde. Ces cannabinoïdes dont fait partie le THC, le CBD, leur mode d'extraction, la caractérisation et la physiologie, c'est très important de les comprendre. Après, puisqu'on va parler d'usage médical, on va regarder un petit peu les traits pharmaceutiques, surtout les modes d'administration et de dosage des cannabinoïdes. Et pour finir, sur des bénéfices pour la santé, les effets indésirables et la dépendance. Et quelques conclusions à la fin. Tout d'abord, quelques traits de la nomenclature et de la classification, la taxonomie de cette plante, la plante, le cannabis. Tout d'abord, cette plante appartient à la famille des Cannabacées, du genre Cannabis et de l'espèce, bien sûr, Sativa. La botanique moderne, je compte de 2019, reconnaît une seule espèce pour le cannabis. C'est le Cannabis sativa L. Mais on parle aussi dans la littérature de Cannabis sativa indica et rudiralis. Bon, il y a une controverse. On parle d'espèces monospécifiques et les autres indica et rudiralis sont des variétés, ou bien on parle aussi de sous-espèces. Bon, il y a toute une discussion là-dessus. Je ne suis pas expert dans ce domaine de la botanique. Et je voudrais juste souligner que lorsque on parle du chanvre ou le chanvre industriel, c'est en fait cette variété qui ne contient que peu de THC, des tétrahydrocannabinol, moins de 0,3%. Et lorsque ce taux dépasse le 0,3, bah, on parle de marijuana. Voilà. Alors, la marijuana, ben, c'est quoi? Ben, la marijuana, c'est le mélange séché de fleurs et de feuilles de la plante femelle
du cannabis sativa, elle. En fait, la marijuana, on l'appelle, au Maroc, on l'appelle le kif. C'est cette herbe qui se fume grâce à une pipe spéciale. Après, il y a la deuxième forme, c'est le hashish, qui est la résine ou la sève récoltée à partir de la plante. Et la troisième forme, c'est l'huile de hashish ou l'huile essentielle de la plante femelle du cannabis sativa. Un peu de trait d'histoire. Il faut dire que le cannabis se trouve dans des découvertes archéologiques qui datent de 8000 ans avant Jésus-Christ. Et au Moyen Âge, on commence à utiliser le cannabis, le chanvre, dans des voiles et des cordes pour la marine. Quelque chose qui a marqué l'histoire, c'est qu'en 1553, en France, le roi Henri VIII adopte une loi qui oblige tout propriétaire qui a des terrains agricoles à consacrer un demi-acre à un quart d'acre à la plante du cannabis. C'est-à-dire qu'à l'époque, on donnait beaucoup d'importance au chanvre du fait qu'il utilise dans le cordage. Et comme vous le savez, le cordage, à l'époque, on l'utilise dans les grands voiliers qui servent non seulement pour le commerce maritime, mais aussi pour la défense et la guerre. En 1619, il y a une première législation sur la marijuana du Nouveau Monde, le Jamestown, c'est-à-dire dans les Amériques, où les colons sont tenus de cultiver du cannabis, enfin ceux qui sont arrivés de l'Europe. Et en l'an 1700, il y a eu une culture principale au domaine du Mont Vernon de George Washington. En fait, lorsque je parle de chanvre, il faut dire que ça fait référence au mot latin cannabis, le chanvre. Lui-même, il a translittération du mot arabe qinnab. Donc, cannabis vient du mot qinnab, qui vient du mot qui vient qui a dérivé au mot chanvre en français. En fait, le chanvre, ça s'utilisait dans beaucoup de choses, dans les lotions, dans les cordes, dans les composantes plastiques, le papier, même dans la reliure de la Bible, dans les vêtements, les tapis et autres, même dans les aliments pour bétail. Bien, j'ai trouvé un article en 1938 qui parle de l'usage du chanvre dans les mécaniques populaires. En fait, comme vous voyez dans la photo, c'est un engin qui utilisait des cordes faites du chanvre. Alors, plus récemment, en 1839, un médecin irlandais, William O'Shaughnessy, publie une étude sur les effets thérapeutiques du cannabis. Et ça, c'est à partir de là, on commence vraiment à parler du cannabis à usage thérapeutique. Et en 1937 arrive la Marijuana Tax Act. Ça, c'est aux États-Unis, qui prélève une taxe sur de nombreux aspects des produits végétaux, puisque à l'époque, le marijuana commençait à être utilisé d'une façon très intensive. Et en 1940, Roger Adams, un chimiste américain de Harvard, isole le composé CBD, dont on va parler tout à l'heure, un des principaux métabolites secondaires du cannabis. En 1970, les États-Unis adoptent le Controlled Substance Act. En fait, dans cet acte-là, le marijuana est classé comme drogue de l'annexe 1, qui souligne le potentiel d'abus sans avantage médical. C'est-à-dire là, il y a la prohibition de l'utilisation de cette plante-là pour des usages non médicaux. En 2006, et ça a marqué beaucoup l'histoire, et comme vous voyez sur la photo à droite, c'est une petite fille qui s'appelle Charlotte Figi. Cette petite fille est née avec des crises incurables, des crises de douleur qui sont potentiellement mortelles, liées à une maladie très rare qu'on appelle maintenant la toile de Charlotte. Et en fait, cette petite fille, on a soulagé ces douleurs grâce
à la prise de CBD. En fait, on a fait un mélange avec un taux très faible de THC et un taux très élevé de CBD. Et ce mélange-là a permis à Charlotte, cette petite fille, de soulager ses douleurs. À partir de là, il y a eu beaucoup de travaux dans le monde pharmaceutique qui sont un peu matérialisés par l'apparition en 2018 du médicament Epidiolex. C'est le CBD purifié qui reçoit l'approbation de la Food Drug Administration. C'est l'agence qui autorise la mise sur le marché de médicaments aux États-Unis pour les troubles épileptiques génétiques rares, grâce au fait aux expérimentations qui ont été menées et qui ont réussi cette petite fille, Charlotte Figi. Et là, j'ai quelques données, mais non seulement jusqu'en 2017, pour voir un petit peu cette demande en cannabis au niveau mondial. Là, il y a une augmentation assez importante du cannabis entre 1998 et 2017, non seulement qui se manifestait non seulement par l'usage du cannabis, mais aussi le nombre d'utilisateurs de cette plante-là. Le cannabis, c'est une drogue qui est illégale, hein, la plus largement et universellement utilisée dans le monde. C'est la drogue qui est la plus utilisée d'une façon illégale. Maintenant, on parle non seulement de culture, mais de sous-culture de cannabis. On peut même la cultiver chez soi, dans la salle de bain. Et c'est rentré dans les mœurs. On parle maintenant non seulement de culture au sens agriculture, mais on parle de culture du cannabis au sens de mœurs, avec l'apparition de clubs de cannabis, les groupes de campagne, les sociétés de cannabis, des livres et des revues qui parlent du cannabis, des sites web et des forums sur le thème, des tasses à cannabis. Et on remarque aussi qu'il y a une tolérance sociale et politique de cette plante-là. Et ben, ça a permis de faire que la culture du cannabis se propage très rapidement. Et ceci s'explique par le fait qu'il y a bien sûr les opportunités technologiques avec les moyens d'extraction du cannabis et les connaissances de cette plante dues à l'Internet, la demande soutenue des usagers, mais aussi l'offre soutenue des délinquants motivés pour vendre illégalement cette drogue. Et aussi, ça peut s'expliquer parce qu'il y a un échec relatif de la politique en matière de prohibition, en matière de prévenir et arrêter la propagation de ça. On n'a pas su l'arrêter. Et c'est pour ça que ça a permis une propagation très rapide de cette culture à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Et là, je pense que un des conférenciers va détailler cette partie beaucoup plus, mais je vais donner des traits historiques. C'est très important de le signer. Entre 1912 et 1954, alors que le Maroc était sous le protectorat français, le gouvernement a organisé et contrôlé le commerce du cannabis au Maroc avec la régie des kifs et des tabacs. Il faut souligner que la culture du kiff et du cannabis, en fait, elle existait depuis le 18e, 19e siècle au niveau du Maroc. Et le gouvernement qui était en charge à l'époque, le protectorat, a organisé et contrôlé ce commerce-là. En 1932, un dahir, approuvé par le gouvernement français et le sultan marocain en place, instaure une nouvelle réglementation pour se conformer aux traités internationaux. Parce que, à l'époque, vu que ça se propageait très rapidement, qu'on commençait à parler du cannabis à travers le monde, il devrait y avoir des guidelines, des lois au niveau international. Et le Maroc s'est conformé à ces lois-là en 1932. En 1954, juste avant le départ des Français du Maroc, on a mis fin à cette période de légalisation du cannabis en abrogeant tous les articles qui concernent le cannabis. Le cannabis devient illégal. En 1974, le Maroc a choisi la politique, bien sûr, après que le Maroc a trouvé sa souveraineté en 1956,
En 1974, le Maroc a choisi la politique du tout répressif contre les usagers du cannabis, les producteurs et tout autant que ses cultivateurs et producteurs. Donc, c'était à partir de ce moment-là, ça devient interdit et passif d'emprisonnement et d'amende. Et le point de flexion tel qu'a été souligné par mon collègue Sibad Benjelloun, en 2021, le 14 juillet 2021, arrive la licéité de l'usage du cannabis. Le cannabis devient légal au Maroc et ça a été approuvé par le gouvernement et que cette approbation porte promulgation de la loi numéro 1321. Et en fin 2021, le Maroc s'est doté d'une agence, d'une entité dont, la mission est de délivrer les autorisations pour l'exercice des activités relatives au cannabis. Et c'est l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC, qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Eh ben, pour les zones de culture au Maroc, ben, c'est, comme vous le savez, c'est peut-être la plupart de vous, c'est au nord du Maroc, dans la région des Rifs, surtout dans le Chefchaouen, Taounet et bien sûr les Hoceima et autres. Donc, et la nouvelle loi qui est passée au Maroc interdit toute production de cannabis en dehors de ces zones-là. En dehors de ces zones-là, c'est interdit de produire le cannabis. Alors, le cannabis aujourd'hui compte plus d'une 80 de phytocannabinoïdes. En fait, ce sont ces métabolites secondaires que la plante produit. Donc, mais parmi ces 80, on en trouve 5 principaux dont on va et deux principaux encore, le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est le composé psychoactif qui a été identifié en 1964, et le CBD, le cannabidiol. Ben, j'ai mis les structures chimiques décomposées ici. Vous voyez la différence entre les deux, avec là, c'est 3 cycles fusionnés, là, il n'y a que 2 cycles fusionnés. Okay. Et de ces deux structures dérivent les autres, qui sont aussi des phytocannabinoïdes de la plante. Le cannabinol, ici, qui est un dérivé de THC avec ce cycle aromatique à la place de cette tétrahydrocycle ici. Et on a le CBG ou le cannabigyrol et le cannabichrome. Voilà, il y en a 5 dont on parle souvent, mais lorsqu'on voit combien de cannabinoïdes la plante produit, ben, il produit plus de 80. Ah ben, 2 principaux cannabinoïdes produits par le cannabis sativa, c'est le tétrahydrocannabinol et le CBD. Alors, lorsqu'on parle du THC, on parle généralement de sa substance psychoactive. C'est celle qui induit les effets au niveau neurologique. Le CBD n'induit pas ces effets-là. Et on parle de substances non psychoactives. C'est le cannabidiol. Mais ces deux, le CBD et le THC, ils utilisent différentes voies pour agir avec le système endocannabinoïde, en fait, les récepteurs des cannabinoïdes au niveau de l'organisme, au niveau des cerveaux et du système périphérique, système nerveux périphérique. Donc, on va voir un petit peu, avant de parler de ces récepteurs du cannabinoïde, on va parler des méthodes d'extraction de ces 2 principaux métabolites secondaires, le THC et le CBD. Le THC, la substance psychoactive, le CBD, la substance non psychoactive, mais c'est elle qui est aujourd'hui utilisée pour des usages thérapeutiques. Le THC aussi, mais principalement le CBD. Il faut noter tout d'abord qu'il parle d'extraction, c'est-à-dire parle de méthodes d'extraction. Et les méthodes d'extraction utilisent un certain nombre de principes et qui reposent sur le caractère de solubilité des principes qu'on veut extraire. Solubilité dans l'eau, solubilité dans les corps gras, dans l'huile ou autre.
ou dans les solvants organiques. Il faut noter que les cannabinoïdes sont des molécules lipophiles, ne sont pas solubles dans l'eau. Surtout le CBD n'est pas soluble dans l'eau. Il a besoin d'une matière grasse pour activer ses propriétés. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que l'huile essentielle contient ces terpénoïdes et ces cannabinoïdes. Et la méthode de choix pour extraire l'huile essentielle, c'est l'hydrodistillation. Mais malheureusement, il n'est pas très efficace pour les cannabinoïdes. Pourquoi? Parce que les cannabinoïdes se détériorent pendant ce process qui utilise de la chaleur. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a d'autres méthodes, comme les méthodes d'extraction avec solvants organiques, le Soxhlet, la macération. On utilise des solvants organiques tels que l'éthanol, le méthanol, le pétrole, et ainsi de suite, toujours avec des rendements très faibles de CBD et THC extraits avec ces méthodes. Mais la méthode de choix, c'est la méthode du fluide supercritique, le CO2. Cette méthode, schématisée sur la droite, en fait, c'est une méthode qui n'utilise pas ce solvant et qui permet de garder les structures des entités qu'on extrait. Surtout ici le THC et le CBD. En fait, c'est une méthode très très simple. On a un générateur de CO2, et le CO2 est comprimé par une pompe qui passe dans la chambre d'extraction. Et par la compression du CO2, le CO2, avec l'augmentation de chaleur, à une certaine température, le CO2 arrive dans son état supercritique. Et c'est cet état supercritique qui va permettre d'entraîner les substances qui sont les substances lipophiles avec le gaz et qui va être récupéré et se condenser. Le CO2 se condense et est récupéré pour passer après dans le générateur de CO2 et les molécules qui sont entraînées par le CO2 dans son état supercritique, eh bien, ils sont récoltés et c'est l'extrait. Il faut dire aussi que les extraits, l'extraction et le rendement dépend de la plante et de sa qualité. Et donc la plante, donc la variété de chanvre, elle est très importante. Le type de culture qui est utilisé, la composition du sol où croît cette plante, l'emplacement et la provenance géographique, tout ça, ce sont des facteurs qui vont impacter après la qualité des extraits. Finalement, lorsqu'on extrait le CBD ou le THC, ben, ils vont pas se trouver dans leur forme connue, le THC et le CBD, mais ils vont se trouver sous forme acide. C'est l'acide THC ou l'acide CBD. Et ben, c'est par la décarboxylation, par le phénomène de décarboxylation de ces deux entités qu'on arrive au THC et au CBD, et ça se fait grâce à la chaleur. En fait, lorsque, par exemple, un usager fume un joint, eh ben, et l'augmentation de chaleur de ce tabac-là, eh ben, il permet instantanément le passage de la forme acide vers la forme décarboxylée. Et c'est la forme décarboxylée qui passe au niveau du cerveau. Ce n'est pas la forme acide. La forme acide passe que très peu au niveau du cerveau. Donc, le THC et le CBD a besoin d'être décarboxylé pour faire son effet sur les récepteurs cannabinoïdes. Ah ben, donc, dans cette slide, il montre qu'il y a 3 catégories de cannabinoïdes. Il y a les endocannabinoïdes, ça c'est les cannabinoïdes qui sont synthétisés au niveau endogène dans le cerveau et le corps entier. Ben, j'en cite ici 3. L'anandamide, le 2 arachidonoglycérol et nonadine éther. Ça, c'est des cannabinoïdes endogènes qui sont synthétisés par le corps humain. Après, il y a les phytocannabinoïdes, c'est ceux-là dont on parle, qui sont fabriqués par les plantes. Non seulement le cannabis, mais d'autres plantes fabriquent à des très faibles quantités ces cannabinoïdes, comme le THC, le CBD et autres. Et la troisième catégorie, c'est les cannabinoïdes de synthèse,
ou les cannabinoïdes synthétiques qui sont synthétisés par chimie organique. On en trouve certains ici. Alors, les cannabinoïdes comme le THC et le CBD, vont agir au niveau du corps humain grâce à des récepteurs qu'on appelle les récepteurs cannabinoïdes ou les endocannabinoïdes récepteurs. Il y en a deux, même plus, mais les principaux, le CB1, dont l'agoniste principal, c'est le THC, et le CB2, dont l'agoniste principal, c'est le CBD. Alors, le CB1 permet cette activité psychoactive. En fait, il se trouve à travers tout le corps, mais essentiellement dans le cerveau, l'hypothalamus et l'amygdale, et il permet la régulation de l'appétit, les traitements des émotions et la mémoire. Le CB2, lui, va se trouver au niveau périphérique, dans le système immunitaire et le système nerveux périphérique. Et le CBD2, le CB2, le récepteur cannabinoïde 2, il contrôle les inflammations et les réponses à certaines maladies. Alors, comment fonctionne ce système endocannabinoïde au niveau cellulaire? Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les endocannabinoïdes. Eh ben, ils sont synthétisés au niveau cellulaire grâce à des enzymes spécialisées. Une fois synthétisés, ils vont être excrétés à l'extérieur de la cellule pour aller agir au niveau de leurs principaux récepteurs, le CB1 et le CB2. D'accord? Eh ben, ces endocannabinoïdes ont aussi des affinités pour d'autres récepteurs qui ne sont pas des récepteurs cannabinoïdes et qui permettent en fait d'avoir d'autres fonctionnalités au niveau cellulaire. Alors, une fois que le cannabinoïde, par exemple le THC ou le CBD, réagit, en fait, interagit avec son récepteur CB, le récepteur CB1 ou CB2, ben, plusieurs voies de signalisation à l'intérieur de la cellule sont activées. Et on a les majeures, celles qui se passent par la voie des aldylides cyclases via l'AMP cyclique et la voie des protéines kinases. Ben, dans la voie AMP cyclique, on a une interaction directe, non seulement avec certaines protéines kinases, la cascade des protéines kinases, mais aussi avec des canaux ioniques majeurs, le canal potassique et le canal calcium. Dans la voie de la cascade de signalisation des protéines kinases telles que les kinases AKT, ERK et JAK, on a une interaction avec le canal sodique, mais surtout, comme les autres kinases qui sont activées aussi par la voie AMP cyclique, on a une interaction avec l'expression des génétiques avec un certain nombre de gènes, tels que les interleukines ou le TNF-alpha ou autres. Voilà. Donc c'est grâce en fait à cette interaction entre le cannabinoïde et son récepteur qu'il y a toute une voie de signalisation qui va aboutir à différents signaux, que ce soit les signaux par la variation des potentiels cellulaires dus aux ouvertures-fermetures des canaux ioniques ou bien à l'expression de certains gènes qui vont aboutir à la synthèse de certaines protéines et d'autres voies de signalisation au niveau cellulaire et les fonctions cellulaires. Ben, sur la gauche, il faut dire que la structure des récepteurs cannabinoïdes est connue aujourd'hui. La structure tridimensionnelle à l'échelle atomique est connue par la diffraction des rayons X. J'ai fait une représentation schématique sur la gauche montrant les hélices transmembranaires et la partie intracellulaire des récepteurs cannabinoïdes. Ben, le CBD et le THC, ils interagissent également avec d'autres récepteurs qui ne sont pas les récepteurs cannabinoïdes. Et ça montre qu'il y a des réactions croisées avec d'autres récepteurs. Ces récepteurs régulent d'autres fonctions au niveau cellulaire. Par exemple, le CBD interagit avec le récepteur de la dopamine. Et comme vous savez, la dopamine, la structure est sur la droite ici. Et comme vous le savez, la dopamine, elle contrôle des comportements comme l'émotion, le mouvement et la sensation de plaisir et de douleur. Et elle interagit aussi avec le récepteur de la sérotonine. Et la sérotonine, le neurotransmetteur comme la dopamine, eh bien, ça
ça a un effet sur l'humeur et le bonheur, la sensation de joie. Bien sûr, elle interagit aussi avec la voie des opioïdes. Et comme vous le savez, la voie des opioïdes, elle est essentiellement dédiée au contrôle de la douleur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les endocannabinoïdes, les phytocannabinoïdes, mais aussi qui sont produits naturellement, mais aussi ceux de synthèse. Alors, ces cannabinoïdes de synthèse par chimie organique euh, sont des agonistes des récepteurs CB1 et CB2. Ils peuvent avoir des affinités supérieures au THC. C'est-à-dire que le THC, il a une certaine affinité à ces récepteurs. Les cannabinoïdes de synthèse, ils ont une affinité supérieure. Donc, ils peuvent résider euh, dans le site actif, le site de liaison des récepteurs, beaucoup plus longtemps que le THC et le CBD. Ils sont initialement développés avec un objectif de potentiel médicamenteux, mais ils sont en quelque sorte déviés pour un usage récréatif, un usage de drogue. Ils sont présentés sous forme commerciale comme des épices, mais ils sont surtout des drogues. Ils ont un effet prolongé, comme j'ai dit, dû au fait qu'ils vont interagir plus fortement, ils vont résider dans le site actif, et avec des durées des effets souvent supérieures au THC, de 2 à 24 heures pour certains. Et le fait qu'ils interagissent fortement avec les récepteurs de CBD, ça induit des intoxications plus sévères qu'avec le THC. Et parfois même des intoxications avec des conséquences mortelles. Malheureusement, les tests de dépistage de ces cannabinoïdes de synthèse, eh ben, ils sont inopérants. On n'a pas encore les moyens pour Il y a de plus en plus de tests de dépistage qui maintenant arrivent à les dépister, mais ce n'est pas aussi simple qu'avec le THC et le CBD. Une fois que les sociétés pharmaceutiques mettent des formes de CBD, c'est surtout le CBD qui est prescrit aujourd'hui pour les douleurs, surtout les douleurs chroniques et, comme j'ai dit tout à l'heure, les maladies rares euh, épileptiques, eh ben, on les formule sous différentes formes. La forme la plus adaptée aujourd'hui et qui donne l'effet le plus important, c'est l'inhalation. Pourquoi? Parce que on bypass, on ne passe pas par la voie de l'intestin et la voie hépatique qui permet un peu de réduire un petit peu l'action des médicaments. On passe directement et ça passe dans le sang directement. Et il a une grande biodisponibilité. Mais aussi, il y a d'autres formes aujourd'hui qui sont utilisées, comme les lotions et les crèmes. Il y a aussi les formes orales, ce sont des gélules à base d'huile, ou bien des huiles, des teintures qu'on met sous la langue. Et parfois, ces teintures sont utilisées dans des aliments et des boissons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous trouverez, pas au Maroc bien sûr, vous trouverez dans d'autres pays qui ont la législation que le cannabis est légal, il y en a énormément au monde, eh ben, certains boissons qui sont à base du cannabis. C'est pas du THC, c'est plutôt du CBD. Au niveau comestible, on les trouve, les gens, ils ont des habitudes pour manger directement ces cannabis. On en trouve une forme très connue qui est les petits oursons de gomme, c'est une gomme sous forme d'ourson, et aussi le patch cutané transdermique. Alors, un mot un petit peu ce qui se passe au niveau, dès que on utilise, par exemple, le THC. Le THC, là, ça c'est une courbe qu'on appelle la pharmacocinétique des substances médicamenteuses. En fait, c'est son apparition dans les différents tissus humains en fonction du temps. Dès qu'il y a, par exemple, inhalation, il y a une forte concentration au niveau du sang.
On vous a perdu, CSRI. Allô? C'est pareil pour les autres? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est Belgium. C'est tout. C'est Problème pareil. de connexion, peut-être. Oui, on a perdu le son, malheureusement. Et on attend 2 minutes, puis j'essaie de téléphoner. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, Non. Oui. on vous entend là, c'est bon. Voilà. Donc, je dis, il y a une apparition très On a rapide. perdu la présentation aussi. Vous pouvez partager? Oui, c'est bon. Et là, C'est bien, très bien. donc, comme j'ai dit, la prise de THC, ça traduit par une apparition dans un quart d'heure au niveau du cerveau, puis la diffusion au niveau des autres tissus, et surtout le tissu adipeux, les tissus gras, où ça va rester beaucoup plus longtemps. Donc, une fois pris, eh ben, ça apparaît dans le cerveau, ça reste même jusqu'à 12-14 heures hein, au niveau du cerveau, l'effet, mais l'effet marqué, c'est dans les autres tissus, d'accord, que le cerveau. Ça prouve en fait la puissance en fait du THC pour le cerveau. Comme j'ai dit, le CBD est arrivé comme médicament pour ces maladies, les troubles épileptiques génétiques rares, sous forme d'un médicament qu'on appelle l'Epidiolex. C'est 100 mg de CBD purifié, approuvé en 2018 par la FDA, seulement par cette maladie-là, avec une dose maximale de 20 mg par kilogramme par jour. La dose initiale est recommandée beaucoup plus faible et après on augmente graduellement. On ajuste aussi ces doses-là pour les insuffisances hépatiques et pour les gens qui ont des insuffisances hépatiques. Mais on surveille beaucoup au niveau, ce qui se passe au niveau du foie pour une prise prolongée de CBD. Donc, mais ceux qui sont sans ordonnance, on dit médicaments sans ordonnance, qu'on trouve aussi dans le commerce, la biodisponibilité de ces molécules dépend de leur mode d'administration. Attendez, voilà, excusez-moi. Alors, en termes de médicaments, par exemple, en France, vous en trouvez 3. Vous trouvez en nom commercial le Marinol, le Sativex et le Pidiolex, d'accord, qui sont, par exemple, le Marinol, c'est du THC de synthèse, c'est le dronabinol, d'accord, sous forme de sirop et de capsules, prescrit pour les nausées et les vomissements dus à la chimiothérapie et à l'anorexie qui est provoquée par le sida. Le nabiximol, qui est le Sativex, c'est une pulvérisation et c'est prédit pour la spasticité due à la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, la spasticité, en fait, c'est le durcissement involontaire d'un certain nombre de muscles au niveau du corps humain. Et c'est généralement dû à la sclérose en plaques et à d'autres maladies. Eh bien, lorsque on prend le Sativex, on n'a pas ces phénomènes de spasticité. L'Epidiolex, comme j'ai dit, c'est pour les crises épileptiques rares et ça se trouve sous forme de sirop. Les bénéfices pour la santé, écoutez, il y a quelques études qui montrent vraiment ces bénéfices-là. Là, j'en cite une. La première, ça a été fait, sur une population de 100 individus. On a évalué la douleur chronique avant et après le traitement par le cannabis. L'âge moyen était de la population de 49 à 51 ans. Mais ce qui est important, c'est de voir que 50% des personnes notent qu'il y a un soulagement du stress et de l'anxiété. C'est-à-dire lorsqu'on prend le cannabis, 50% disent qu'il y a un soulagement du stress et de l'anxiété.
45% disent notent un soulagement des problèmes d'insomnie. D'accord? C'est très important. Ça permet de noter l'effet bénéfique thérapeutique. Et l'amélioration de la douleur d'une échelle de 0 à 10, il y a 64% de diminution de cette douleur-là, qui passe de 7,8 en termes d'échelle à 2,8. Donc, c'est très important que les phénomènes de douleur sont contrôlés par la prise du cannabis. En termes d'effets indésirables, 71% de personnes qui ont pris le cannabis notent qu'il y a une absence d'effets indésirables. 6% reportent une toux et une irritation de la gorge, mais aucun n'a reporté, n'a signalé un effet indésirable grave. D'autres bénéfices, c'est très mitigé. Hein. Dans la douleur chronique, il y a des preuves substantielles que le cannabis est un traitement efficace. Là, il n'y a pas de doute. Mais sur les autres maladies, comme le syndrome de l'intestin irritable, le cancer, l'anorexie et la perte de poids, on n'a pas de preuves suffisantes pour dire que les cannabinoïdes sont des traitements efficaces, mais il y a des preuves limitées. Hein. Il y a des choses intéressantes et il y en a d'autres. Bon, pour l'épilepsie normale, hein, lorsque je dis il y a l'épilepsie qui sont certaines maladies épileptiques rares, ça, il n'y a pas de problème. Il y a un effet, mais pour les RUST, il n'y en a pas suffisamment de preuves. Le Parkinson, maladie neuroleptique, pas suffisamment de preuves non plus. La dystonie et la dépression, preuves très limitées ou pas suffisamment de preuves. La schizophrénie et les autres psychoses aussi, pas suffisamment de preuves que les cannabinoïdes soient un traitement efficace. Il y a beaucoup d'études, il y a quelques cas où il y a un effet bénéfique, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas d'effet bénéfique pour ces maladies dont je parle, à part les maladies de la douleur chronique et les maladies épileptiques rares. Les effets indésirables potentiels du cannabis, puisque c'est surtout pour le THC, c'est une substance psychoactive, donc agit au niveau des cerveaux. Donc, on s'attend à des problèmes au niveau cognition, en fait, parce que la consommation du cannabis s'associe à des légers troubles cognitifs de l'attention, perte d'attention. Les gens sont mal concentrés, de la mémoire et de l'apprentissage, et aussi de les fonctions motrices. La plupart des effets sont réversibles. Donc, dès qu'on arrête l'utilisation du cannabis, on réverse les effets. Au niveau de la santé mentale, la consommation du cannabis chez les associations, elle est associée à une anxiété accrue. C'est que les phénomènes d'anxiété qui apparaissent chez les adolescents. Il y a aussi des risques accrus de psychose liés à certaines prédispositions génétiques. Pas chez tout le monde, seulement ceux qui ont une prédisposition génétique. La dépense, oui, elle est estimée à un usager sur 10 qui présente une addiction. Des effets physiques, ils ne sont pas très rares, ils sont très rares, comme l'hypotension, la tachycardie, l'étourdissement et la toux sèche. La dépendance, l'addiction au cannabis, elle est reconnue dans la classification internationale comme des troubles mentaux. Il y a une addiction, il y a de la dépendance. Cette pathologie de dépendance se traduit par une perturbation importante et prolongée des fonctionnements neurologiques et psychologiques de l'individu. Par exemple, l'individu est incapable de s'abstenir de la consommation. Il y a un comportement de consommation compulsive, l'apparition d'intolérance, l'organisme tolère des quantités importantes, le syndrome de sevrage à l'arrêt, parce que dès qu'on arrête, il y a le syndrome de sevrage qui apparaît,
et des dommages la plupart du temps. En fait, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des troubles mentaux, de la cognition, des troubles moteurs. Euh, Bien sûr, la prévalence de sa dépendance n'est que de 5% dans la population générale, mais d'autres d'autres études ont montré que cette prévalence est de 10 à 15%. Le sevrage, dès qu'il y a le sevrage, il y a le syndrome de sevrage qui est à l'arrêt de la marijuana qui s'installe, semblable à celui à l'arrêt de la nicotine. Les symptômes, l'irritabilité, l'agressivité et autres, ils disparaissent à la reprise de la consommation. Bien sûr, dès qu'on reprend la consommation, tous ces symptômes, tout ce syndrome de sevrage disparaît. Mais il n'y a pas de symptômes physiques spectaculaires. Il n'y a que des effets comportementaux et émotionnels. En conclusion, ben, comme j'ai souligné tout à l'heure, on parle d'une plante aujourd'hui, mais c'est une plante plusieurs millénaires. Elle se trouve aussi bien dans les matériaux que dans les médicaments et dans les usages alimentaires. Au niveau international, on a une demande accrue, surtout dans pour l'usage médical, mais aussi récréatif. Et ça montre qu'il y a un marché prometteur du cannabis. Et le cannabis, et surtout le cannabis médical, où le Maroc peut jouer un rôle de locomotive. On a une commercialisation croissante en médicaments autorisés, en compléments alimentaires et autres. Les études scientifiques ont montré qu'il y a des bénéfices réels pour la santé, surtout par la douleur chronique et certaines maladies épileptiques rares. Mais bien sûr, la recherche au niveau pharmacologique et clinique continue pour voir avec les différentes formes des cannabinoïdes, non seulement le CBD, mais d'autres formes, est-ce qu'ils vont avoir un effet thérapeutique bénéfique. Il y a des effets secondaires, certes, mais sans gravité, et la dépendance au niveau psychologique, et surtout au niveau psychologique est de 5%. Eh ben, c'était ma dernière slide. Et je vous remercie. Merci, professeur Yasseri, pour cette conférence très, très riche qui a passé en revue plusieurs éléments allant de l'historique de la plante dans le monde et aussi quelques éléments d'historique au Maroc. Aussi, elle a passé en revue les catégories des molécules cannabinoïdes et puis des mécanismes physiologiques dans le corps humain. Et puis, l'impact sur plusieurs maladies. Vous avez passé en revue aussi quelques molécules et médicaments homologués et qui sont commercialisés dans certains pays. Enfin, vous avez parlé des bénéfices pour la santé et effets indésirables potentiels avec un focus sur la dépendance. Et puis, il y a eu aussi d'autres éléments. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je demanderai à l'audience si vous avez des questions de les poster ou bien vous pouvez lever vos mains électroniques pour demander la parole et poser les questions oralement. Ben, je vois. Okay. Ben, en attendant les questions de l'audience, est-ce que, parce que vous avez passé en revue les différentes catégories de cannabinoïdes, les endocannabinoïdes, les phytocannabinoïdes et puis les cannabinoïdes de synthèse, en regardant les médicaments homologués, ils utilisent tous des cannabinoïdes de synthèse. C'est vrai, c'est sûr qu'il y a, comme vous avez mentionné, il y a un impact plus prononcé sur le corps et puis sur les métabolismes, etc. Pourquoi on ne fait pas appel d'après vous, on ne fait pas appel aux cannabinoïdes, phytocannabinoïdes, c'est-à-dire des cannabinoïdes qui sont naturels, le THC, CBD, comme vous avez mentionné, puis les autres? En fait, c'est bon. Tout d'abord, parmi les trois médicaments homologués aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui utilise le THC de synthèse. Hein. C'est le Marinol, qui est prescrit pour tout ce qui est anti-nausée, les vomissements, dit à la chimiothérapie, et aussi
pour les effets prononcés de l'anorexie due au SUDA. C'est le marinol, c'est un dérivé bien sûr du THC. Mais les autres médicaments, le Sativex et le Lipidiolex, ça, ce sont ils utilisent les molécules naturelles, hein. Par exemple, le Sativex, c'est un extrait de plante avec des proportions égales de THC et de CBD. Le cannabidiol, en fait, c'est le CBD hein, pur à 100 mg. Bien sûr, on a d'autres médicaments hein, que je n'ai pas cités qui utilisent, comme vous l'avez souligné assez, Benjiloun, des cannabinoïdes de synthèse. Tout d'abord, la maîtrise de la synthèse chimique et le coût, hein, parce que lorsqu'on synthétise une molécule très rapidement avec des coûts assez faibles, eh ben, c'est mieux que d'attendre de la cultiver, de l'extraire et tout ça, hein, et de la purifier. Donc, c'est l'approche pharmaceutique des médicaments, hein. La même question peut se poser pour pourquoi on utiliserait les médicaments alors qu'il y a des plantes médicinales qui pourraient guérir. Non, ici, c'est que il y a le coût, mais il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la puissance de la molécule par rapport à la même molécule naturelle. Par exemple, le marinol présente une affinité supérieure au THC et au CBD à son récepteur. Donc, plus qu'il y a plus d'affinité, l'intensité de l'action est plus importante. C'est pour ça qu'on utilise ces, ces molécules de synthèse. Mais maintenant, les cultures de cannabis sont presque mutualisées à travers le monde. On a beaucoup de molécules naturelles qui sont utilisées aujourd'hui. Je donne la parole à Madame Tahmi Alami Iman qui a levé la main. Madame Iman. Oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Esri. Bonjour, chers collègues. J'ai suivi avec attention votre intervention et votre exposé qui est très intéressant sur le cannabis. D'ailleurs, j'ai été hier à Tanger pour assister à la deuxième journée d'un séminaire sur le cannabis. J'ai même représenté Monsieur le directeur et c'est très intéressant. Il y avait beaucoup d'aspects aussi, et ils ont parlé de ça et je trouve que c'est très important. Votre présentation est très riche en informations concernant surtout le CBD. Et juste pour information, j'ai assisté à la dernière communication de quelqu'un qui s'appelle Brett Goldman de Ocean Group des États-Unis. Elle a fait une présentation sur, bon, j'essaie de traduire, large accès à produits dérivés du cannabis, fiables, sûrs, fiables et durables. Donc, il a annoncé que bon, ce marché, maintenant, actuellement, le marché de CBD, bon, rien pour résumer, pour aller juste à la conclusion, il a dit que le coût du cannabis à CBD, il était de $150 000, $150 000 le kilo. Si Yassir Chentouf, il peut me corriger. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, mais actuellement, il a pris une chute. Il coûte maintenant de 200 à 250 $. Donc, c'est une chute vraiment, et les gens, ils se retrouvent avec un excès de production qui ne savent pas quoi faire. Et maintenant, le Maroc, il vient de commencer de légaliser le cannabis à usage thérapeutique. Je ne sais pas, de la question, elle m'a beaucoup inquiétée et j'en ai pensé toute la nuit. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on Oui, va faire. J'espère que... Oui.
C'est une question très intéressante, hein, et donc merci de l'avoir souligné. Tout d'abord, lorsqu'on parle du CBD, avant de parler de son coût, l'usage aujourd'hui qu'on fait du CBD au niveau pharmaceutique, c'est un usage normatif. C'est pas le CBD qu'on achète à 200 $, le kilo. Non, mais c'est le... Voilà, c'est oui. en fait, lorsque une société pharmaceutique s'intéresse à une source quelconque au niveau des plantes, dès en amont de la production de la substance, c'est-à-dire au niveau de la production, au niveau agriculture, elle va exiger un certain nombre de normes au niveau de la culture. Par exemple, vous trouvez beaucoup de commerces de CBD à 300, 400 000 $ le kilo, mais avec des pesticides. Vous voyez? Donc, au niveau de la production, on fait très attention parce que on a du mal à se débarrasser des molécules qui sont des molécules qui viennent, qui sont dues au traitement, pesticides ou autres. Ça, c'est le premier élément. Ça, au niveau normatif, je suppose, et ça, j'en suis certain, que le Maroc, il va mettre en place, grâce aux collaborations d'un certain nombre d'organismes qui font la recherche comme l'INRA sur le cannabis, en collaboration avec des structures pharmaceutiques, on va mettre en place certainement des approches agronomiques qui répondent à certaines exigences du CBD à forte valeur ajoutée ou le CBD de qualité. D'accord? Et on s'affranchit des problèmes de prix. Le deuxième élément, très important aussi, n'oubliez pas que le Maroc jouit des espèces les plus convoitées au niveau du cannabis sativa, le Bildia. D'accord? En fait, ces espèces-là qui sont endémiques du Maroc et qui sont cultivées dans la région du Rif, elles ne sont pas ailleurs. Et ils produisent des CBD de bonne qualité avec des fortes concentrations. Donc, le coût de production de la marocaine sera beaucoup plus faible parce que les rendements sont supérieurs et la qualité est supérieure. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Maroc devient l'Eldorado des sociétés pharmaceutiques qui de plus en plus vont venir au Maroc. Maintenant, le Maroc va subir la compétition internationale. Vous savez que le cannabis sativa est produit ailleurs, même à des qualités inférieures, mais il est produit et il est purifié. Donc, on doit subir Donc, on va obéir à la loi du marché du CBD. Mais comme je dis tout à l'heure, on pourrait s'affranchir de tous ces obstacles par la qualité. J'espère qu'on va utiliser beaucoup de cannabis sativa bio, c'est-à-dire on n'utilise pas de pesticides et autres, et qu'on continue à prévaloir et à promouvoir les espèces Bildia et éviter d'introduire d'autres espèces au niveau du Maroc. Voilà. Merci. Oui, Merci, Madame Samir, pardon, oui, d'accord. est-ce que dans ce contexte, peut-on orienter, nous orienter vers THC? Pourquoi pas? Mais avec je ne sais pas, pour augmenter un peu la valeur ajoutée. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir par la suite. Non, je pense, Madame Tami, je pense que les collaborations que des organismes de recherche comme le nôtre vont mettre en place avec certaines sociétés, on pourrait s'orienter vers ce qu'on appelle les starting materials pour des dérivés. C'est-à-dire, nous, on va produire par l'agriculture des précurseurs de synthèse de molécules qui vont arriver après. C'est toujours le CBD, le THC et les autres. Hein. Si on s'oriente vers une industrialisation du cannabis médical au niveau Maroc, tout d'abord le CBD comme produit fini, le THC aussi, mais le THC aujourd'hui n'est pas utilisé beaucoup au niveau médical hein, pour ses effets psychoactifs, mais on peut se diriger vers la production de précurseurs de haute valeur ajoutée. On peut le faire et le Maroc est bien placé pour le faire. Merci, merci.
Merci. Bon, je donne la parole à Sigili qui a mentionné qu'il veut prendre la parole avant, et puis on passe les questions écrites, puis je reviens vers Siachapo. Je demanderai aux intervenants, s'il vous plaît, d'être le plus succinct possible pour pouvoir rester dans les temps. Il nous reste 10 minutes maximum. Merci. Sigili. Merci, Sylvie. Bon, je remercie Siri pour cette présentation. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'aimerais juste peut-être, j'ai vu un certain nombre d'utilisations du cannabis qui pourraient peut-être nous orienter pour les gens qui seraient intéressés par la suite sur cette culture. Le cannabis, le kiff, on ne le consommait pas jadis seul. On prenait uniquement l'inflorescence, on la fragmente et on le mélange avec tabac. Et les mélanges, ils sont faits par les gens qui fument en dosant. Je ne sais pas s'il y a une synergie entre ces deux mélanges pour avoir plus d'effet sur telle ou telle molécule, mais c'est une utilisation que j'avais notée depuis longtemps. Et notre utilisation qui se faisait jadis, c'est pour une maladie chez les petits qu'on appelait CHM, c'est-à-dire les enfants. On les envoyait chez quelqu'un qui a un fumeur de kiff. Une fois, il les enrobe avec de la fumée. Ensuite, on les oriente et c'était un moyen de traitement contre cette maladie. Je crois que pour le futur, on doit puiser dans ces pratiques ancestrales pour un peu dénicher peut-être quelque chose qui va faire l'originalité de ce que nous allons développer sur cette culture. Merci. C'est un commentaire. Merci. Oui, vous avez... Oui. Merci, Sergueli. Rapidement, je commence par l'arsenal de la médecine traditionnelle au Maroc, qui est très riche. Malheureusement, très peu de choses sont connues sur la médecine traditionnelle des kifs, à part le fait qu'on traitait ce syndrome chez les enfants, le CHM. Il faut dire, généralement, lorsqu'on est en traitement par la vaporisation, hein, la fumée, c'est généralement pour traiter la douleur due à la maladie. C'est plutôt la douleur qu'on traite. Donc, les enfants, on soulage leur douleur grâce à l'inhalation de ces vapeurs, cette fumée du kiff. Maintenant, les mélanges et les synergies, il n'y a pas d'études sérieuses à Sergueli pour révéler les effets synergétiques entre, par exemple, le THC, CBD et les autres molécules qui se trouvent dans le mélange. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est juste une question d'arôme. Lorsqu'on mélange avec d'autres choses, on a des arômes différentes, mais il n'y a pas d'études sérieuses au niveau scientifique. Voilà. D'accord, merci. La première question écrite, c'est de la part de si ou Madame Lacha, de la Direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche du ministère de l'Agriculture au Maroc. Existe-t-il des études qui dosent le THC dans l'urine après utilisation? Merci pour cette question. Le THC, on a des méthodes standards au niveau des méthodes chromatographiques. On a toutes les méthodes pour le faire, que ce soit dans le sang, dans les urines et même dans les matières solides. Il n'y a aucun problème. C'est connu, c'est archi connu, c'est dans la littérature. Demain, vous regardez ce qui se passe dans tout ce qui est préparation des échantillons pour des analyses en liquide chromatographié à haute performance couplé à la masse, vous trouvez, il n'y a aucun problème, que ce soit dans les urines ou autres. Maintenant, il y a aussi, comme je vous ai dit, il y a les tests de dépistage. Par exemple, certaines polices au niveau international, comme pour l'alcool, on vous fait souffler dans un ballon pour dépister la présence de l'alcool, la prise de l'alcool. Et bien, pour les cannabinoïdes, on vous souffle aussi dans le ballon. Maintenant, pour les sportifs, vous le savez, les cannabinoïdes sont des anabolisants. Ils ont un effet d'activation moteur. Et ben, ils sont aussi détectés dans les urines, madame. Donc, dès qu'on les détecte, il y a même un sportif en France qui a été positif à l'époque. C'est un gardien de but.
et qu'il fumait du joint. Il ne le faisait pas pour le foot, mais pas pour son plaisir, mais elle était positive à ça. Elle a été sanctionnée. D'accord. Alors, je passe à la question de Mariam Ardish. Merci de mettre votre affiliation. Donc, elle a mentionné, c'est vrai que les cannabinoïdes ont des avantages pour certains usages, mais à quel niveau peuvent altérer les capacités d'apprentissage et de motivation, d'après vous? Ben, il n'y a pas une autre règle que celle qui dit que l'abus de quelque chose produit l'effet inverse, hein. Donc, produit l'intoxication au niveau médicament, hein. L'intoxication, comme j'ai dit, c'est les troubles cognitifs. Lorsque on abuse de quelque chose, surtout le THC. Le THC, elle est connue pour les troubles psychocognitifs, les troubles de mémoire, le trouble même les troubles moteurs qui s'installent s'il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les jeunes, la prise prolongée, mais pas dans le sens de l'abus avec des doses très importantes quotidiennes et tout ça, ben, ça se traduit par une anxiété chez les jeunes. Il y a le phénomène d'anxiété qui s'installe chez les jeunes, qui est un trouble en fait aussi neurologique. La question suivante par C.H. Cook. Il a en fait deux questions. Quelle est la superficie au Maroc de cannabis et quelles variétés sont cultivées? Si vous avez des éléments. C'est Chintouf, s'il est avec nous, il peut répondre. Ouais, Mais toute la. il est avec Il y a. Voilà. Moi, malheureusement, je ne connais pas le surface cultivée. Je sais que c'est au nord, dans 3 régions principales, dans la région des Rifs, mais je ne connais pas les surfaces, malheureusement. Mais vous pouvez googler ça très rapidement, vous le trouvez. Vous le trouvez. Alors, si vous la Pour les variétés, pardon, les variétés, j'ai un petit mot. oui. Il y a Sativa, originaire du Maroc, celle du Maroc, ce qu'on appelle la Beldia, l'une des variétés les plus utilisées au Maroc. Mais il y a aussi les variétés hybrides qui sont introduites des autres pays, malheureusement. Mais l'Agence nationale de la réglementation des activités relatives au cannabis, elle contrôle ça maintenant pour faire en sorte que le Beldia qui est cultivé. Et s'il y a une autre variété qui arrive, elle doit être non seulement sous l'égide du contrôle de l'ANSA, mais aussi sous autorisation de l'ANRAC. Donc, il y a un double contrôle qui s'installe. Alors, je passe à la question. C'est Taha Balafrej, doctorant en première année à la faculté de sciences de Rabat. Il pose la question entre l'hydrodistillation et l'extraction par solvant, quelle est la méthode permettant d'obtenir le meilleur rendement des cannabinoïdes? Et puis, la deuxième partie de sa question, pour notre variété nationale, Beldia, savez-vous si elle va être valorisée selon la loi 1321, sachant qu'elle dépasse les 1% de THC? Oui, alors pour la première question, la deuxième question, j'en sais moins. La première question, d'abord, l'hydrodistillation, c'est pour avoir l'huile essentielle. D'accord? Ça, vous avez votre huile essentielle à la fin, avec l'hydrodistillation. D'accord? Vous aurez la plupart, il y aura le cannabinoïde et les terpènes dans cette huile essentielle. Okay? Les méthodes d'extraction avec du solvant, c'est surtout les méthodes de macération ou le soxlé. Et ça, ce n'est pas des huiles. Vous n'aurez pas des huiles à la fin, des huiles essentielles. Vous aurez une solution contenant le solvant qui est utilisé pendant l'extraction, mais une fois que vous procédez à la vaporisation du solvant, c'est-à-dire vous retrouvez l'extrait solide. Okay? Alors, lesquels sont les plus intéressantes pour l'extraction des cannabinoïdes, ni l'une ni l'autre. Parce qu'ils altèrent les fonctions des cannabinoïdes. Ils vont altérer. Il y aura un rendement, mais assez faible à la fin. Parce qu'ils altèrent. Parce que l'effet de chaleur, la méthode de choix aujourd'hui, c'est les méthodes sans solvant. D'accord? Malheureusement, elles sont coûteuses. Il y a les méthodes
du superfluide critique, c'est le CO2 critique, les méthodes par des ultrasons et les méthodes par micro-ondes. Tout ça n'utilise pas les solvants. La qualité à la fin de l'extrait est intacte. Maintenant, vous pouvez utiliser des méthodes de macération par solvant organique, d'accord, ou bien l'hydrodistillation, et vous aurez aussi les cannabinoïdes, il n'y a pas de problème, mais les rendements sont faibles. C'est Marzouki, je vous donne la parole après cette dernière question écrite. Bonjour, monsieur. La question écrite de la part de Léonce Ntikazoera. Alors, elle est nutritionniste. Elle aimerait savoir si les médicaments à base du cannabis n'ont pas d'effet indésirable sur les antioxydants dans le corps. Les antioxydants comme la vitamine C, vitamine E, etc. D'après mes connaissances et toute la recherche dernièrement que j'ai faite au niveau de ce qui se passe dans la littérature sur le cannabis, il n'y a aucune étude qui a étudié les effets d'interaction entre les antioxydants et les cannabinoïdes. Hein. Donc, il n'y a pas d'étude qui a montré l'existence ou non de celle-là. Maintenant, hein, la science est ouverte, mais le CBD va avoir, le CBD c'est les prix ou bien le THC, va avoir son effet sur les récepteurs cannabinoïdes, et j'ai montré la signalisation, hein, tout ça. Il y a des effets qui sont cognitifs, des effets neurologiques. Les antioxydants, c'est autre chose, c'est de remédier à l'apparition des radicaux libres, comme vous le savez. Donc, c'est un autre système. Est-ce qu'il y a un croisement des deux voies, des deux, j'en sais rien. Mais si vous pouvez le prouver, c'est peut-être intéressant. Alors, je passe la parole aux gens qui veulent poser leurs questions oralement. Yassir Acherkouk, vous voulez toujours prendre la parole? Bien la question écrite. C'est bon. Oui, bonjour tout le monde. Merci Sibadr, merci beaucoup Dr Yassri pour cette présentation extrêmement importante. Alors, j'ai deux petites questions, ou plutôt observations. D'abord, l'utilisation du cannabis dans la région du Nord a énormément affecté les zones forestières. Et ça, on le connaît tous, je crois. Donc, il y a un effet sur l'environnement, c'est un effet très malheureux. Puis, il a aussi induit une utilisation accrue des eaux, surtout des eaux souterraines. Et ces deux effets négatifs sont induits essentiellement par l'introduction de nouvelles variétés, des variétés croisées ou améliorées, et qui exigent énormément d'eau. Ça d'un côté. De l'autre côté, je ne sais pas, lorsqu'on parle de la variété Bildé, c'est vrai, c'est important, mais comme c'est actuellement, est-ce que cette variété est toujours utilisée et à quel pourcentage? Moi, j'ai fait un diagnostic lorsque j'étais sur le Hossima en 2016 avec les gens, avec les cultivateurs du Kif, et ils m'ont expliqué que dans le Nord, dans toute la région du Nord, ils ne penseraient pas, ces agriculteurs ne penseraient pas que la variété Bildé soit utilisée à plus de 30%. C'est-à-dire que la tendance actuelle, c'est d'utiliser les variétés hautement productives. Et je ne sais pas quelle est la vérité. Merci beaucoup. D'accord. Si vous pouvez le faire rapidement, s'il vous plaît. Chez Acherkouk, sur la question de l'utilisation des terres forestières pour le cannabis, ça c'est un fléau, hein, je ne sais pas comment vous répondre, mais moi je voudrais peut-être toucher juste un petit mot sur la question de Buldia vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des
des variétés qui sont introduites, des variétés parfois hybrides ou venant de l'extérieur. Je pense qu'il y a des évidences scientifiques qui montrent que le Beldia est plus résiliente que l'autre. Deuxièmement, il y a quelques résultats montrant que la Beldia ne consomme pas autant d'eau que l'autre. D'accord? Et la résistance aussi des Beldia à des facteurs qui sont biotiques ou abiotiques. Donc, je pense qu'il y a des évidences aujourd'hui qui font de dire que cette variété Beldia caractérisée au Maroc, d'ailleurs, l'INRA, comme vous le savez, il est en train de caractériser 69 écotypes et 70 écotypes, je pense, de la Beldia et autres. Est-ce qu'on va trouver des variétés ou est-ce qu'on va trouver juste des écotypes? Je ne sais rien. Mais il y a de fortes chances qu'il y a de la Beldia là-dedans. Et les gens qui cultivent beaucoup, il y a les deux catégories. Il y a celles qui cultivent le Beldia qui sont majoritaires et ceux qui cultivent celle qui est introduite, qui n'est pas Beldia. Mais bon, mais malheureusement, c'est à Sherkouk. La culture la culture du cannabis au niveau de la recherche. Aujourd'hui, il y a deux sites qui travaillent. Il y a le site de Bni Mellal tenu par Badr Benjelloun sur le chanvre industriel et celle l'autre, le cannabis médical au niveau le CRA de Tanger par ces Chintoul. Eux, ils peuvent répondre. Peut-être que si Badr Benjelloun voudrait rajouter quelque chose là-dessus. En tout cas, pour le chanvre industriel, là, les activités ciblent la création de variétés à partir des variétés exotiques. Mais la caractéristique de ces variétés qu'on cherche à développer ici au centre de Bni Mellal, c'est qu'ils soient des variétés de chanvre industriel, ça veut dire qu'ils contiennent moins de 0,3% de THC, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effet psychoactif ni d'usage thérapeutique pour le moment. Donc voilà, pour ce qui est du chanvre industriel. Si Chintouf peut-être peut rajouter quelque chose sur le cannabis, proprement dit. Sinon, je passe la parole à notre prochain conférencier, qui est le professeur Marzouki. Il a demandé la parole. Il va peut-être introduire sa conférence qui aura lieu dans 3 semaines. Oui, c'est Marzouki, la parole est à vous. Merci, c'est Benjelloun. Merci à monsieur le conférencier. La vérité, ce matin, je vous ai rejoint un peu en retard et je n'ai pas pu entendre la présentation de notre collègue Sisri et sa spécialité ou son domaine de recherche. Donc, je suis en plein jury d'une thèse, donc je suis partagé entre deux conférenciers. Moi, je voudrais peut-être une précision pour M. Yasseri. Quand il parle de variétés et même d'espèces de cannabis endémiques du Maroc et que la Beldia est quelque chose de tellement spécial, non. Ce n'est pas une vérité. Le cannabis, sur le plan scientifique, sur le plan botanique, c'est un genre monospécifique qui est le cannabis sativa. L'introduction de la chimiotaxonomie et même l'introduction de la génétique et de différentes autres spécialités pour faire des corrections ou des précisions concernant la taxonomie révèlent que la chimiotaxonomie, on a utilisé les ratios depuis toujours. On a même, nous, comme parti marocain, on a contribué à partir des débuts des années 90, 94, 95, en utilisant ce ratio THC-CBD. Il était fixé par nos collègues, par exemple, des années 70, 80,
Paris, Fournier, il y avait Small, Big Steve, le groupe des Canadiens, il y avait Cronquist, le célèbre botaniste américain. Tout ça a été fait et publié. Professeur Marzouki, si vous permettez d'aller Oui. rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé le temps de 10 minutes là. Ok, S'il donc vous plaît. on aura. Vous aurez le on temps, aura vous aurez le temps ouais, lors de la conférence prochaine, vous aurez le temps de. Ouais. Donc, j'ajouterai une chose pour Madame On vous a perdu, professeur Chen, Marzouki. qui était hier. J'ai que vous parlez de ce. Ouais, on vous entend pas très bien. La même chose pour les autres collègues? Oui, oui, tout à fait. Oui, Professeur vous Marzouki. m'entendez? Oui, on l'a perdu, oui, effectivement, on l'a perdu. On a perdu le son. Marzouki, vous pouvez répéter? Pour la collègue qui a parlé de M. Goldman et de M. Davis. Oui. La collègue Mme Tami et tout ça. Oui. Et quand elle a parlé du prix du CBD et tout ça, avec la réponse de M. Yasri, le problème que j'ai personnellement, c'est pour ça que je fais généralement des interventions comme ça, c'est que je suis impliqué dans le cannabis depuis 35 ans. Ces deux collègues qui sont venus du Canada ne sont que des shnaka. Ce sont des intermédiaires pour des entreprises. Et hier, la vérité, je n'ai pas voulu intervenir pour dire ce genre de choses au public, mais madame, je l'ai vue, elle était avec ces deux types. Peut-être dans 3 semaines, je vous raconterai quelques histoires concernant ces intermédiaires qui viennent maintenant au Maroc au nom des grandes entreprises pour des investissements et pour tout ça. Malheureusement, on est toujours influencé par ce complexe des étrangers. Donc peut-être on en discutera un peu plus dans 3 semaines. Et merci et m'excuse pour cette intervention. Non, merci, professeur Marzouki. On sera impatient de vous écouter dans 3 semaines, de nous parler de cette composante, de ces aspects liés au cannabis. Si Yasri, vous voulez dire quelque chose? Oui, un petit mot. Oui, vous avez bien fait de noter, c'est professeur Marzouk, que vous avez raté la première partie de ma présentation, où je parlais un peu de taxonomie, justement. Donc, je n'ai pas dit que le beldia est une espèce, hein. J'ai parlé de variété. Donc, et j'ai bien dit au départ que la botanique moderne n'admet qu'une seule espèce, c'est cannabis sativa L, d'accord? Et que les autres peuvent être peut-être des autres espèces ou peut-être des variétés. Donc ce que vous avez précisé à la fin, c'est ce que j'avais bien dit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'ai pas donné de contre-vérité sur ça, bien que la science continue dans ce domaine à caractériser peut-être des choses qui vont venir après, peut-être qu'on trouvera d'autres espèces, je ne sais rien. Alors, pour le reste, bien sûr, ça c'était vos commentaires sur la conférence qui a été par Madame Chen. Mais encore une fois, très ravi de discuter avec vous sur ce sujet-là. Merci, professeur Yasri, pour ces riches réponses aux questions posées par l'audience. Il y a Madame Tami qui a repris la main. Madame Tami, vous voulez, c'est une autre... désolé. Je voudrais juste... l'ancienne main. Oui. Okay, Non, désolé. je voudrais juste signaler qu'il faut prendre en considération aussi les choses qui sont dites, bien sûr avec beaucoup de recul, avec beaucoup de... On sait bien qu'ils représentent d'autres firmes qui sont intéressantes et je connais un peu le lobbying et tout ça, mais il faut peut-être il y a quelque chose, une petite vérité qu'il faut aussi c'est tout. Merci. Une chose est sûre, Madame Tami, une chose est sûre, et je vous remercie d'avoir noté ça. Une chose est sûre, c'est on n'est pas en avance au niveau de la recherche sur les problématiques de la cannabis. D'accord? La science commence dans peut-être les 5
5-10 dernières années. Mais il y a des gens qui nous ont devancé sur la question. Et je pense que le partage d'expérience à travers la conférence que vous avez, c'est intéressant. Et à travers ces séries de webinaires, justement, par l'INRA, serait intéressant aussi. Donc, de partager pour accélérer. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des étudiants qui posaient la question. Certainement, ils travaillent sur des problématiques du cannabis. C'est très important qu'ils soient un petit peu déjà sensibilisés sur les questions du cannabis. Je pense que la conférence qui est venue la semaine dernière et celle qui vient d'après vont certainement ancrer un certain nombre de connaissances sur le sujet. Donc, je remercie beaucoup les collègues de l'extérieur et de l'INRA qui contribuent à ces webinaires. Merci aussi à ces Benjiloul qui les coordonnent. Merci à vous. Bon, vous l'avez compris, vous l'avez vu, la prochaine conférence aura lieu le 5 janvier. Ça sera en 2023, la nouvelle année. La conférence parlera de l'histoire naturelle du cannabis au Maroc ici et traitera aussi de ses potentialités. Donc, ces webinaires vont se chevaucher certainement parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les différents aspects, différents domaines. Et elle sera animée par le professeur Abdelrahman Marzouki de l'Université Abdelmalek Saadi. Alors, il y a ma collègue Bouteina qui a partagé le lien d'évaluation de cette série de webinaires. Je demanderai à l'audience de le renseigner, s'il vous plaît. Essayez de le renseigner, c'est 3-4 questions. Essayez de le renseigner, c'est très utile. Il y a aussi dans ce formulaire, il y a la possibilité de demander l'attestation de participation pour les gens qui le souhaitent. Alors, enfin, j'aimerais vous remercier tous pour avoir participé aujourd'hui et je remercie vivement notre conférencier, professeur Abdelaziz Yassri, pour cette conférence très riche et pour le débat aussi très riche. J'aimerais aussi remercier mes collègues, les membres des comités d'organisation et du comité scientifique de la série de webinaires de l'INRA, principalement Bouteina Abidou, Atman Batar, Det Tirazi et puis professeur Abdelaziz Yassri pour votre contribution essentielle à l'organisation de cette série de webinaires. Un dernier mot, professeur Yassri, au nom de la direction d'INRA. Oui, voilà, moi je voudrais tout d'abord vous transmettre surtout les encouragements de la direction de l'INRA pour cet exercice de dissémination de savoir-faire et de la science autour d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets phares de la recherche au niveau de l'INRA et pour l'ouverture aussi au monde extérieur ou à d'autres conférenciers. Au nom aussi de tous les scientifiques de l'INRA, je remercie tous les participants à ces webinaires qui viennent échanger avec nous leurs questions, leur savoir-faire aussi. C'est très important pour l'INRA de continuer à challenger sa science vis-à-vis de ce qui se passe, non seulement au Maroc, mais à l'extérieur. Et pour finir, merci aux organisateurs de cette série de webinaires très intéressante. Vous-même, si Badr Benjelloun, et l'équipe de la division de l'information et de la communication, c'est Spata, c'est Firazi, Madame Bouteina et les autres qui travaillent dans l'ombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois la main de Madame Tami et c'est une nouvelle main? Non, je n'arrive pas à la faire baisser. Non, mais très bien. Je m'excuse, j'ai essayé. Merci. Merci, désolé, on a pris plus de temps que ce qui était prévu, mais c'était très riche. Merci à tout le monde. Merci, Yassri, et à bientôt. Bonne année d'ici là. Bonne année et bonne chance au Maroc pour le classement. Ah oui, surtout ça. Bonne chance. Bye bye. Merci.